to the main event. Let's get ready to rumble! Oh, messieurs, dames, j'espère que vous êtes effectivement prêts pour ce qui arrive, cette 7e et ultime classe virtuelle de civilisation classique qui portera sur le thème des divertissements populaires à l'époque de la Rome antique, qui sera divisé en 2 volets. Tout d'abord, le volet de la gladiature, pour ensuite se terminer avec celui des chars et des courses de chevaux. Mais à tout seigneur, tout honneur, pratiquement considérés comme des dieux dans la Rome de l'Antiquité, les gladiateurs. Mais débutons, comme c'est souvent le cas dans mon cours, avec une petite citation. Panem et circenses de Juvénal dans son œuvre Les Satires, 1er siècle avant Jésus-Christ, qui se traduirait tout simplement « Donnez-leur du pain et des jeux ». On se souvient, les satires étaient des créatures mythologiques et c'est devenu une expression pour parler de rire d'un phénomène, le caricaturer. Alors, Juvénal, un grand latiniste, un intellectuel, se moquait des désirs de la plèbe et avait résumé leurs désirs en disant qu'il suffit de donner du pain et du divertissement au peuple pour qu'il évite de se révolter. Et c'est devenu un programme étatique chez nos amis les Romains, puisqu'ils ont mis en place un grand système de divertissement public qui avait pour but de montrer la toute-puissance romaine, mais également de garder le peuple docile, pour utiliser un terme qui est revenu à la mode récemment, et obéissant. En leur donnant de quoi manger et de quoi s'occuper, se divertir, ben, on était certain que nos plus pauvres de la société ne penseraient pas à remettre en cause le pouvoir ultime des empereurs et ensuite déclencher de grandes révoltes, comme ça a été le cas, par exemple, à l'époque de Spartacus. Alors, d'où tout ça nous vient, cette fameuse tradition de voir des combats mettant en vedette des athlètes? Alors, déjà, à la fin du 5e siècle avant Jésus, il y a des populations qui ont pris possession des villes qui avaient été fondées à l'époque de la Magna Greca, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus par les Grecs, dans l'Italie du Sud. Les 2 peuples se sont installés dans le Sud, c'était les Samnites et les Lucaniens. Et ils ont fondé différentes villes et ils ont surtout repris des colonies que les Grecs avaient fondées, comme c'est le cas de Pastoum dans le sud de la Botte. Et on a remarqué qu'à cette époque, les rituels funéraires ont commencé à être modifiés de ce que les Grecs faisaient. Et on a commencé à trouver des nouveaux tombeaux qui étaient faits en forme de caisse avec une couverture en forme de pente, une espèce de petite cabane qui était richement décorée. Les Grecs, eux, ne prenaient pas la peine de faire de si grands monuments funéraires. Et ces tombes, qu'on appelle les tombes lucaniennes, nous ont donné énormément d'informations sur les rituels et comment les populations vivaient à cette époque-là. Et on a retrouvé, sans grande surprise, des images comme celle-ci. Et on a retrouvé des images de combats, de gladiateurs. Donc, on peut présumer que ça existait déjà à cette époque-là. Il faut comprendre que le rituel original des combats de gladiateurs était organisé à l'occasion des jeux funèbres. On sacrifiait auparavant des prisonniers ou des esclaves en l'honneur de la personne qui était décédée. Puis, à un moment donné, ben, on a commencé à changer la tradition pour organiser des combats. Au départ, on a pris des esclaves et des prisonniers et l'idée, c'était que ce combat servait à honorer la mémoire du défunt et que le sang versé lors d'un combat renforçait l'âme du défunt et l'aidait à avoir une meilleure vie après la mort. Alors, très rapidement, ces combattants-là sont devenus ce qu'on allait appeler les gladiateurs. Mais à l'origine, ce qui est un peu bizarre, les combats de gladiateurs n'avaient que comme objectif d'honorer la mémoire d'un défunt dans des funérailles. Et évidemment, la mythologie, encore une fois, nous donne raison. On faisait des sacrifices humains pour honorer la mémoire des défunts, toujours dans les funérailles des grands personnages.
Dans l'Iliade d'Homère, au chant 13, on nous raconte les funérailles de Patrocle, qui était l'ami, cousin, amant d'Achille, décédé après avoir emprunté l'armure de celui-ci pour se faire passer pour Achille. Alors Achille va organiser de grandes funérailles et après l'incinération de Patrocle, va ordonner un combat de gladiateurs entre deux soldats grecs, Diomède et Ajax. Donc, on peut comprendre que ça avait encore une fois pour but d'honorer la mémoire du défunt. Dans ce cas-ci, c'était Patrocle. Petit à petit, on a des gladiateurs qui ont commencé à se spécialiser et à être engagés dans les funérailles. C'était des petites troupes qui présentaient toujours le même spectacle. Ils se promenaient de funérailles en funérailles et on les payait pour se battre, pour verser littéralement du sang à la mémoire des défunts qu'ils ne connaissaient même pas. Ensuite, ces combats-là, on a remarqué que ça avait une certaine approbation. Les gens aimaient beaucoup ça. Alors, il y a des gens qui se sont servis des combats de gladiateurs littéralement comme des campagnes électorales. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui décédait, on a pris l'occasion d'organiser des combats pour divertir les gens, oui, rendre hommage à la mémoire du défunt, mais aussi pour montrer sa grande puissance. Dans le roman Les Trains de Némésis, c'est peut-être pas un hasard si Marcus Crassus, au moment où il cherche à obtenir l'appui du Sénat, organise des jeux funéraires pour son cousin qu'il ne semblait pas pourtant avoir en très grande adoration. Donc, on s'organisait pour se tenir jamais loin des enterrements et on organisait à la mémoire du défunt des combats de gladiateurs et c'était très coûteux. On peut estimer que pour organiser un combat de gladiateurs dans la norme, ça pouvait en coûter jusqu'à 600 000 sesterces et même jusqu'à 700 000 sesterces. Par contre, on considérait que c'était une dépense qui était intéressante et les plus riches ne se gênaient pas pour le faire. Et même rapidement, Rome va s'organiser un programme de gladiature officiel. L'État romain va payer pour organiser des combats de gladiateurs. Dans la Rome de l'Antiquité, le premier combat de gladiateurs aurait eu lieu en 264 avant Jésus. Deux esclaves se sont battus sur le marché de bœuf de Rome, qu'on appelait le Forum Boarium, qui était situé juste à l'extérieur du Circus Maximus, dont je vous reparlerai en détail tantôt. Par la suite, c'est devenu une tradition immensément populaire, tellement qu'en l'an 105 avant Jésus-Christ, c'est l'État romain qui va commencer à organiser des jeux publics pour s'attirer évidemment les faveurs de la plèbe. Très rapidement, l'idée d'honorer la mémoire d'un mort en versant du sang va laisser place à des professionnels, des gladiateurs qui vont être entraînés, qui ne seront plus maintenant des esclaves, ça va être des hommes libres qui vont être engagés et payés. On faisait ces combats-là dans des amphithéâtres, j'en reparlerai tantôt, et très rapidement, c'est devenu un sport et une activité très appréciée du peuple parce qu'on avait l'occasion de voir des gens se battre et surtout de voir la mort planer dans les environs puisque souvent, ça se terminait dans un bain de sang et la mort d'un des combattants et même parfois des deux combattants. Mais je devance les choses, parlons plutôt du support dans lequel se déroulaient ces grands combats, c'est-à-dire les amphithéâtres. Au départ, il faut comprendre que les Grecs avaient inventé le théâtre. Eux avaient le théâtre en tant que bâtiment, ou aussi l'activité des pièces de théâtre. Le théâtre grec était en forme d'hémicycle, donc un demi-cercle, et généralement était construit en même la montagne. On utilisait la géographie pour ne pas avoir à construire d'immenses structures. Par contre, ça donnait un espace limité au centre, parfait pour jouer des représentations théâtrales et de la tragédie. Par contre, pour avoir des spectacles à plus grand déploiement, c'était pas l'idéal. Ensuite, on a développé un concept de théâtre romain. Donc, vous voyez en bas à gauche, un théâtre romain. Vous voyez qu'on a des coulisses un peu plus grands. Par contre, ça donnait pas plus d'espace derrière ou devant le mur de scène. En comparaison à côté, un amphithéâtre. Un jour, quelqu'un a eu cette idée et c'est au 1er siècle avant Jésus qu'on a inventé le concept de l'amphithéâtre. Alors, c'est un certain Caius Scribonius Curio qui aurait fait construire, pour honorer la mémoire de son père lors de jeux funèbres, 2 théâtres romains en bois qu'on pouvait faire pivoter pour finalement en faire un seul. Et ça donnait au centre une piste circulaire. L'origine de l'amphithéâtre était créée puisque le mot amphithéâtre veut dire théâtre
tout autour. Fait que tout ce qu'on avait eu besoin de faire pour avoir un amphithéâtre, c'était de coller 2 théâtres ensemble. Faire un double cheeseburger en rajoutant une boulette, c'est simple. Construire 2 théâtres en hémicycle qui finissent par se joindre au centre, c'était pas évident. Donc, ça a coûté énormément cher à ce fameux Curio qui s'est endetté. Par contre, ça a eu l'impact qu'il aurait souhaité. Il est devenu un des favoris de la plèbe en inventant le concept des amphithéâtres et il a pu ainsi obtenir des faveurs politiques, notamment de la part de Jules César. Le modèle de l'amphithéâtre était créé et il s'est répertorié un peu partout dans l'Empire romain. Vous avez sur la gauche le magnifique amphithéâtre de Pompéi qui a été préservé grâce, on le sait, au centre du volcan de Vésuve. Et à droite, ce sont les arènes de Arles, dans le sud de la France, qui sont toujours utilisées de nos jours pour des spectacles, notamment jusqu'à encore il y a quelques années, des spectacles de tauromachie, maintenant interdits de par les règles de l'art, bien évidemment. Regardons les parties d'un amphithéâtre. Donc, on a au centre une partie qui s'appelle l'aréna. Donc, c'est le centre, c'est là où il y avait ces fameux spectacles de gladiateurs et ou de chasse. Le nom aréna vient tout simplement du mot latin arena, qui voulait dire sable, parce qu'on mettait du sable sur le sol pour absorber le sang des gladiateurs et aussi pour empêcher les combattants de glisser. C'est un peu bizarre qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on va à l'aréna, on va généralement à l'aréna pour patiner. Le mot sable ne veut plus rien avoir. Aujourd'hui, le mot aréna ou arène veut dire endroit pour pratiquer un sport, puis c'est généralement de forme circulaire. Vous avez les KVA, j'y reviendrai dans un instant. Ça, c'est la partie à l'intérieur du théâtre qui contenait les gradins. Il y en avait plusieurs hauteur selon la grosseur de l'amphithéâtre. Et on avait aussi le velum. Le velum, c'était une toile tendue au-dessus des gradins qui permettait de protéger du soleil, pas nécessairement qui protégeait de la pluie, parce que c'était une toile très mince, donc ça permettait vraiment de se cacher du soleil. On pouvait la tendre, c'était un toit rétractable, donc ce qu'on aurait essayé de faire avec notre fameux stade olympique de Montréal. Donc on le mettait si on avait besoin et on l'enlevait si on n'avait pas besoin. Comme le soleil plombe souvent à Rome, il était souvent en activité. Sauf par exemple durant le règne de l'empereur Caligula, qui avait certains troubles de personnalité et qui souhaitait montrer qu'il était autoritaire. Donc, exigeait qu'on retire le velum et que les spectateurs ne puissent pas quitter leur place. Question de montrer c'était qui l'empereur, c'était qui le patron. Un peu cruel que de faire subir le soleil du midi aux citoyens romains lors d'un spectacle. Je vous parlais tantôt des KVA. Alors, voici à quoi ça ressemblait. Donc, il y avait généralement 3 rangs de gradins qui étaient installés et il y avait des corridors en dessous qui permettaient d'entrer et de sortir, qu'on appelait les vomitoriums. Il y a une légende urbaine qui disait qu'un vomitorium, c'est une pièce qui permet d'aller restituer, mais ce n'est pas le cas. Un vomitorium, c'est tout simplement une sortie. Par contre, vous avez compris l'origine du mot vomi, qui veut dire expulser, sortir. Donc, c'était les corridors et les portes qui permettaient de pénétrer à l'intérieur de l'amphithéâtre. Il y a plusieurs amphithéâtres, évidemment, mais aucun n'est plus connu que celui-ci, le fameux Colisée de Rome. C'est le plus grand amphithéâtre jamais construit. 189 mètres de long par 156 mètres de largeur et une superficie totale de 2,4 hectares. 1 hectare, on peut dire que c'est à peu près l'équivalent d'un terrain de football, donc 2,4 terrains de football. La hauteur de la paroi extérieure était de 48 mètres, un périmètre de 545 mètres et une arène centrale de 86 mètres par 54 mètres. Ça fait beaucoup de chiffres. On va juste dire que c'était très grand. Il y avait 80 arcades sur chaque niveau. Les arcades, c'est de forme circulaire, comme vous voyez, entre 7 mètres et 6 mètres de hauteur et de largeur pour chacune. Il y avait également 160 statues de bronze qui étaient installées un peu partout, probablement pour représenter les innombrables divinités romaines. On parle de statues qui avaient environ 5 mètres chacune. Certains empereurs ont rajouté leur petite touche personnelle, comme l'empereur Titus, qui a fait rajouter 40 boucliers en bronze pour se rappeler les peuples que les Romains avaient vaincus.
et il a été coutume chez les Romains de prendre le bouclier du chef vaincu et de se le ramener comme un trophée de guerre. Ça fait d'ailleurs un excellent épisode d'Astérix, du bouclier à Berne, dans un autre sujet. Faisons un petit retour sur l'architecture. On a souhaité rendre hommage aux Grecs avec cet édifice, ma foi, incroyablement grand. Donc, on a, pour chacun des rangs, fait honneur à un des systèmes, un des ordres architecturaux grecs. Donc, au premier niveau, on a l'ordre dorique. Au deuxième niveau, on a l'ordre ionique avec ses volutes. Et au troisième niveau, le style corinthien. Donc, on comprend qu'on n'a pas rien laissé à la légère dans la construction de cet édifice magistral. Il y avait pas moins de 80 portes d'entrée au rez-de-chaussée et il y avait 76 des entrées qui étaient numérotées et chaque escalier était également numéroté et 76 entrées étaient pour les spectateurs ordinaires. On avait des grilles sur chacune des portes qui permettaient de réguler le flot des spectateurs. Donc, quand on voyait qu'il y avait trop de monde, on fermait la grille et sinon, on l'ouvrait pour laisser les gens sortir. On avait des numéros de place qui étaient installés. On communiquait, je l'ai mentionné tantôt, avec les vomitariums. Et on pouvait installer environ 50 000 spectateurs en moins d'une heure. Et à la fin du spectacle, ou lorsqu'on devait évacuer, comme il y avait 80 portes d'entrée, ben ça prenait que quelques minutes au total pour pouvoir évacuer le Colisée. Évidemment, je vous ai mentionné qu'il y avait 76 portes pour le public. Ben, il y avait 4 portes spéciales. Donc, la porte nord-ouest, qu'on appelait la porte triomphalis ou porte de la vie, c'était la porte qui permettait à la parade d'entrée, puisque tous les combattants étaient présentés au public au départ. Il y avait la porte de la mort qui était de l'autre côté, qui était la porte par laquelle on sortait les gladiateurs blessés ou morts. Et les 2 autres portes sur les côtés étaient destinées pour les riches, les sénateurs, les patriciens, l'empereur, les vestales. Ça, c'était des religieuses qui vouaient le culte à la déesse Vesta. Et on estime que ces 4 portes-là étaient évidemment beaucoup mieux décorées que celles qui étaient pour le peuple. Et finalement, on pense que tout l'édifice était peint avec des fresques de couleurs très vives, mais évidemment, 2000 quelques années ont effacé tout ça. On avait besoin d'un billet pour entrer au Colisée. Alors, la veille d'un spectacle, le spectateur recevait gratuitement, ça ne coûtait rien aller voir le spectacle, un fragment de poterie, une espèce de jeton qui s'appelait une tessera ou une tessère, sur lequel on imprimait soit le numéro de la porte par laquelle un spectateur devait entrer, ou même son numéro de siège. Donc, en entrant, on devait donner notre billet et on allait directement à notre place. C'était vraiment très organisé. Au niveau de la construction du Colisée, alors la construction a commencé en 72 après Jésus-Christ et c'est une même dynastie d'empereurs qui s'appelle la dynastie des Flaviens, qui n'a pas régné très longtemps, qui est responsable de la construction du Colisée, puisque c'est Vespasien qui a ordonné la construction et c'est son fils Titus qui l'a inauguré en 80. Donc on estime que ça a pris environ 8 ans construire le Colisée. Et le Flavien suivant, qui s'appelait Domitien, a régné de 81 à 96, a fait rajouter des choses sur le Colisée. Et d'autres empereurs par la suite ont aussi fait leur petit ajout. Le nom officiel du Colisée, c'est Amphithéâtre Flavien. Parce que Flavien, c'était le nom de famille de ces 3 empereurs, donc Vespasien, Titus et Domitien, qui l'ont mis en place. Mais dans ce cas-là, pourquoi tout le monde appelle ça le Colisée? Ben, il faut que je vous reparle d'un des plus célèbres, pour toutes les mauvaises raisons, empereurs de Rome, et j'ai nommé Néron. Je vous ai parlé de lui la semaine dernière. Je vous avais dit que Néron, c'était quelqu'un qui avait aussi des problèmes mentaux. C'était quelqu'un qui avait essayé d'inaugurer des modes vestimentaires comme celle de se laisser pousser les cheveux derrière la nuque et de rejoindre les favoris sous le menton. Que c'est également celui qui serait à l'origine de l'incendie de Rome qu'il voulait détruire et rebâtir à son image pour l'appeler Néropolis. Ainsi que durant cet incendie-là, ben, il aurait regardé la ville brûler en jouant de la musique plutôt que d'aider. C'est un empereur qui avait fait assassiner sa mère après avoir entretenu une relation incestueuse avec lui. Bref, un super bon leader. Quand on se compare, on se console avec ce qu'on a maintenant. Donc, notre ami Néron, pour en rajouter une couche,
a déjà participé aux Jeux olympiques en l'an 67 après Jésus. Et évidemment, un empereur qui participe aux Jeux olympiques aura une influence sur le résultat final. Donc, a choisi de demander aux Grecs de rajouter des disciplines qui l'avantageaient, comme le chant, parce que Dieu sait que le sport du chant est très populaire. Et il a souhaité, parce que ses idoles, les origes, conduisaient des cours de char, participer lui-même à la course de char olympique. Et pour s'assurer de la victoire, il avait fait verser un pot de vin d'1 million de sesterces aux organisateurs, en plus de leur enlever leurs impôts et de leur donner le contrôle sur la région de la Grèce, qui était une province romaine à l'époque. Il faut savoir que Néron a gagné la course et que c'est une tragédie, une honte, puisque Néron était tombé de son char et les autres ont arrêté pour le laisser rembarquer sur son char pour qu'il puisse traverser la ligne d'arrivée en premier. On n'allait jamais contre la volonté de l'empereur, particulièrement celle de Néron. En 68, un an après les Jeux olympiques, Néron fut destitué de son titre d'empereur et il s'est suicidé. Et Rome a réclamé la coquette somme d'1 million de sesterces aux Grecs pour réparation. En revanche, les Grecs ont effacé des annales, des archives écrites, tous les résultats de l'Olympiade pour éviter le grand scandale de la victoire de Néron. Vous voyez un peu le genre de personnage, un tantinet mégalomane, on dira. Donc, Néron, pour honorer toutes les grandes choses qu'il avait faites, a décidé de se faire construire une statue nommée le Colosse de Néron, une statue de bronze de 110 pieds de haut, donc 130 mètres de haut, en comparaison de la statue de la Liberté, à peu près la même hauteur. Néron a ordonné ça de son vivant et comme vous pouvez voir, avait pas une très bonne vision de ce à quoi il ressemblait. Selon les pièces de monnaie, il semblait en fort surpoids, ce que je ne dénote pas sur l'image de droite. Bref, la statue n'était pas complétée au moment où Néron a été destitué et on a souhaité rapidement, après sa mort, effacer toute trace de son passage comme empereur romain. Donc, la statue a été décapitée, elle a été remodelée et on en a fait une statue d'Hélios, le dieu soleil. Par la suite, de nombreux empereurs ont décapité Hélios pour rajouter leur tête sur le corps qui avait été au départ modelé selon les désirs de Néron. Et ensuite, on l'a déplacé à l'aide de 24 éléphants. C'est l'empereur Adrien qui était peut-être tanné de l'avoir. Et il l'a fait déplacer juste à côté de l'amphithéâtre Flavien. Donc, voici une image. Donc, vous aviez le fameux amphithéâtre Flavien sur la droite et juste en arrière, le fameux colosse qu'on appelait le Colossus Néronis, le colosse de Néron. C'était le voisin de l'amphithéâtre Flavien. À un moment donné, le colosse a fini par tomber, probablement qu'on l'a jeté à terre dans une certaine époque où on a souhaité récolter le bronze pour en faire autre chose. Et le nom Colosseum a commencé à être utilisé pour parler de la statue, puis en même temps un peu de l'édifice qui était juste à côté. On sait qu'une langue, généralement, ne sera pas toujours parlée de la même façon. Il y a des dérivés, comme par exemple au Québec, on a inventé le joual, qui est quand même une sorte de français. À l'époque du Moyen Âge, le latin commence à être moins bien parlé, plutôt dans une forme un peu de rue plutôt qu'une forme littéraire. Donc, le nom est devenu rapidement Coliseum au Moyen Âge plutôt que Colossus au départ. Et à partir de ce moment-là, les gens ont eu de la misère à différencier si on parlait de la statue de Néron, le colosse de Néron, ou du Coliseum, qui était l'amphithéâtre Flavien, qui était juste à côté. Donc, finalement, le nom est devenu Colisée en français. Par contre, en italien, on l'appelle encore Il Coliseo, qui veut dire le colosse et non pas le Colisée. C'est plutôt dans les langues romanes qu'on l'appelle le Colisée, comme en français. Donc, finalement, le mot Colisée est devenu son nom, mais à l'origine, il s'appelle amphithéâtre Flavien. Et le mot Colisée est devenu un nom commun pour parler d'un synonyme d'amphithéâtre et d'arène, comme par exemple
Ben, le fameux Colisée Pepsi, qui a été le domicile des défunts nordiques de Québec de 1973 jusqu'à leur départ en 1995, soit 25 ans cette année, ça me fait encore mal au cœur. Sinon, Laval n'est pas en reste. Elle a également son Colisée de Laval, tout juste à côté du collège Laval, dans lequel, si ma mémoire est bonne, les fameux pétroliers de Laval jouent leur partie locale. Et le mot Colossus, pour honorer le colosse de Néron, a été donné à l'origine au fameux, et j'utilise fameux avec des lettres majuscules, cinéma en bordure de l'autoroute 15 qui s'appelle aujourd'hui Cinéplex Laval pour montrer à quel point c'était grand et grandiose. Une soucoupe volante en forme de bol de toilette avec un édifice ligné bleu et blanc. Chef-d'œuvre architectural, s'il en est un, le Colossus de Laval. Revenons au véritable Colisée. Alors, beaucoup de légendes ont été écrites sur ce fameux Colisée, dont une qui concerne des batailles navales qu'on appelait des naumachias, nautiques navales. Donc, c'était des reconstitutions de batailles navales qu'on pouvait faire à l'intérieur. On remplissait l'arène avec un certain niveau d'eau et ça prenait quand même une bonne quantité pour que les bateaux puissent naviguer à l'intérieur d'une arène. On avait détourné des aqueducs pour être capable de faire ça. Et c'était des batailles qui étaient très prisées du public parce que c'est plutôt rare qu'on peut voir ça. Un peu comme à Las Vegas, le fameux spectacle haut du Cirque du Soleil, ben, c'est un endroit, c'est le seul endroit au monde où on peut voir ça puisqu'on a bâti le théâtre en fonction du spectacle avec une piscine à l'intérieur. Par contre, rapidement, on ne pouvait plus faire ça au Colisée puisqu'on a creusé un sous-sol et des galeries, donc on ne pouvait plus le faire. Lors de l'inauguration du Colisée en 80, avec Titus comme empereur, on raconte que l'arène a été remplie d'eau et qu'on a organisé des courses de chevaux et de taureaux qui avaient été spécialement entraînés pour nager. C'est quand même exceptionnel. Et on avait, lors des mêmes Jeux, fait une reconstitution fameuse d'une bataille navale entre les Grecs qui s'était passée à Corfou, dans l'ouest de la Grèce. Donc, c'était des spectacles qu'on voyait très peu fréquemment. D'autres spectacles qui étaient organisés à l'intérieur du Colisée, ben, on avait des Venationes. C'était des reproductions de chasse. Donc, c'était des spectacles qui impliquaient des animaux. Alors, ça pouvait être animaux contre animaux et ça pouvait être des fois des hommes contre des animaux. Mais on n'allait pas faire ça dans un simple décor de sable, comme on aurait vu dans le cas des gladiateurs. On avait bâti des décors qui représentaient la nature. Comme on avait des trappes souterraines, ben, on pouvait faire sortir le décor et comme des roches et des arbres. Il y avait des peintres, des techniciens et des architectes qui étaient spécialement employés pour reconstituer des forêts, des jungles avec des vrais arbres, des arbustes qu'on plantait dans le sable et on rajoutait les animaux pour rajouter un peu de suspense à ces scènes de chasse. On s'abreuvait en Afrique pour les bêtes sauvages, donc on parle de rhinocéros, d'hippopotames, d'éléphants, de girafes, de lions, de panthères, de crocodiles, de gnous et d'autruches qui étaient utilisés pour ces spectacles des Venationes. Et durant l'inauguration du Colisée, toujours en 80, on a eu 100 jours de jeux et de spectacles et il y a plus de 5000 bêtes qui auraient été sacrifiées pour l'occasion. Ça, c'était les premiers spectacles le matin qui se déroulaient au Colisée parce qu'une journée de spectacle, c'était du matin jusqu'au soir. La deuxième partie, un peu moins ragoûtante que les chasses d'animaux, ben, c'était les exécutions publiques et les condamnations à mort. Donc, on pouvait attacher le condamné à un poteau et on le laissait face à des animaux. Cette partie du spectacle-là n'était pas très appréciée des spectateurs. La plupart en profitaient comme ça correspondait à peu près à l'heure du dîner pour aller soit manger à l'extérieur ou soit aller se rafraîchir à une des 50 fontaines d'eau qu'il y avait à l'intérieur. Évidemment, on ne faisait pas des sacrifices bêtes comme ça. Parfois, on utilisait des scènes, on reproduisait des mythes pour expliquer des condamnations.
comme par exemple le fameux mythe de la chute d'Icare. Rappelez-vous, dans le mythe du Minotaure, Dédale et Icare sont prisonniers du labyrinthe du Minotaure. Ils auront l'idée de se fabriquer une paire d'ailes qu'ils s'attachent aux épaules et au dos avec de la cire. Le jeune Icare, n'écoutant pas les conseils de son père, va voler très haut près du soleil, ce qui fera fondre la cire et ses ailes, et il retombera mortellement dans la mer et se tuera. Un beau mythe. Néron, le fameux et sympathique empereur, a choisi un jour de reproduire le mythe de la chute d'Icare. Alors il a pris un chrétien qui l'a fait monter au sommet d'une plateforme de 25 mètres de haut, lui a collé des ailes avec de la cire sur le dos et aurait demandé qu'on le projette en bas. Il se serait aplati à quelques centimètres de l'empereur qui a été aspergé du sang de la victime qui a littéralement explosé sur le sol de l'arène. Et semble-t-il que l'empereur Néron aurait apprécié ce spectacle. Et c'est pas la seule fois où Néron a fait ce genre de décision. Il aurait également demandé, pour punir une chrétienne, qu'on lui fasse subir le supplice de Dircée. Alors, dans la mythologie grecque, Dircée était une femme qui avait maltraité, qui avait battu physiquement une des nombreuses maîtresses de Zeus. Et pour lui faire payer d'avoir maltraité cette femme, les habitants de Thèbes avaient attaché la pauvre Dircée à la queue d'un taureau indompté. Et il l'avait fouetté pour que le taureau parte en courant, amène la pauvre fille près des rochers où elle fut complètement déchiquetée. Eh bien, Néron aurait reproduit le même sort dans le Colisée sous les applaudissements de la foule ou pour son plaisir personnel. Bref, c'est plutôt macabre. Mais tout ça était que de la petite bière. C'était des premières parties de spectacle, les chasses, les sacrifices, puisque la partie principale du spectacle, ben, c'était les fameux combats de gladiateurs. Mais avant de vous parler de ces combats de gladiateurs, ben, je me dois de faire comme Coldplay me l'aurait suggéré dans cette magnifique pièce de Scientist. I'm going back to the start. Revenons au début et parlons de l'origine des gladiateurs. Donc, généralement, un gladiateur était âgé dans la vingtaine. C'était quelque chose qui était très difficile physiquement. Comme je le mentionnais tantôt, au départ, c'était surtout des criminels ou des prisonniers de guerre ou des esclaves qui étaient vendus pour devenir gladiateurs. Ensuite, c'est devenu autre chose. Les esclaves avaient la possibilité de gagner leur liberté s'ils combattaient bien et d'obtenir ce qu'on appelle un rudis. Un rudis, c'était une épée de bois qu'on remettait à un esclave gladiateur lorsqu'on l'affranchissait. Rapidement, les gladiateurs sont devenus des professionnels, des gladiateurs de métier. Et il y avait même un contrat qui liait le maître, l'entraîneur, qu'on appelait le laniste, et son gladiateur. Donc, on signait un contrat dans lequel on disait le nombre de combats qu'on devait faire ou le nombre d'années pour lequel on devait combattre. Et on devait ensuite prêter un serment. Pour les Romains et les Grecs, un serment, c'est vraiment très important. Donc, dans ce serment-là, le gladiateur promettait de mettre son corps en jeu et de ne jamais rouspéter les ordres du maître. Et le maître pouvait aussi punir son esclave gladiateur si jamais celui-ci manquait de combativité. On voulait absolument pas d'un combat plate, on voulait un combat excitant. C'est pour ça d'ailleurs que les combats souvent étaient de courte durée. Il faut que je vous parle évidemment de Spartacus, puisqu'avec la révolte de Spartacus en l'an 73, qui avait débuté dans une caserne de gladiateurs à Capoue, ben, les Romains ont réalisé que c'était vraiment pas une bonne idée de prendre des esclaves et de les entraîner aux armes, parce que ça avait failli mal tourner avec Spartacus. Donc, à partir de ce moment-là, on a voulu organiser la gladiature pour que ce soit une seule façon de faire, que ce soit Rome qui décide comment les gladiateurs allaient être entraînés et comment ils allaient se développer. Et c'est alors que le métier de gladiateur, la profession, est apparu. Donc, le gladiateur va être entraîné dans une école qui s'appelle une ludus.
Ces écoles appartenaient à des lanistes, je vous l'ai mentionné tantôt, qui étaient souvent très riches et qui s'enrichissaient encore plus avec cette ressource qui était les gladiateurs. À un moment donné, Rome a commencé à ouvrir ses propres écoles de gladiature. Il y en avait 4 au total, qui étaient des écoles impériales. Et à mesure que l'Empire grandissait, ben, il y avait des casernes qui s'installaient un peu partout dans l'Empire. Toutes les casernes avaient le même plan, celui que vous avez devant vous. Donc, on avait sur les côtés des cellules d'habitation dans lesquelles les gladiateurs habitaient. Et au centre, ben, il y avait une reproduction d'une arène d'entraînement dans laquelle ben, les gladiateurs pouvaient apprendre à se battre, au départ avec des épées en bois et après avec des véritables armes. Les gladiateurs, c'était quelque chose qui coûtait très cher. Donc, l'entraînement, c'était très dur. Par contre, les gladiateurs étaient bien traités. On leur donnait beaucoup de bonne nourriture, contrairement à ceux qui étaient esclaves à l'origine. On leur donnait un support médical, des massages, des traitements thérapeutiques. Ça coûtait très, très cher former un gladiateur. Donc, on l'entretenait comme un bien très précieux. C'est pour cette raison-là que l'idée de voir son gladiateur mourir dans l'arène n'était pas la première chose qui traversait la tête d'un laniste, même si ça faisait un bon spectacle et que la foule appréciait un bon carnage sanglant et meurtrier, ben, les propriétaires des esclaves, eux, ne voyaient pas le spectacle de la même façon. La plus célèbre de ces écoles de gladiateurs s'appelait la Ludus Magnus. C'est la plus grande caserne qui a jamais été construite et comme vous pouvez le voir sur l'image, elle était située à quelques mètres littéralement du Colisée. Elle a été détruite en partie dans le grand incendie que Néron aurait lui-même allumé dans les années 60 et elle a été rebâtie. Un des hommes les plus populaires à Rome, à part l'empereur, ben, c'était le directeur de cette fameuse caserne de gladiateurs, puisque l'État le payait pour organiser les spectacles que la population aimait et le pouvoir de l'empereur était assis sur sa popularité, vous l'aurez deviné. Alors, on estime que le directeur de la Ludus Magnus gagnait environ 200 000 sesterces par année, ce qui était un salaire exceptionnellement élevé, surtout pour un simple entraîneur de gladiateurs. À mesure que les années ont passé, on a creusé, je l'ai mentionné tantôt, un sous-sol au Colisée et on en a profité pour creuser un tunnel souterrain entre l'école de gladiateurs et le Colisée. Comme ça, quand on avait un spectacle, on pouvait faire passer directement les gladiateurs sous la terre. Ça évitait de déclencher des émeutes parmi la population en faisant circuler les gladiateurs dans les rues et ça permettait d'assurer leur sécurité puisqu'il y avait des gens qui appréciaient les spectacles de gladiateurs et d'autres qui ne les appréciaient pas tant que ça. Donc, vous voyez ce qui reste aujourd'hui de cette Ludus Magnus, et c'était encore une fois, on le voit sur l'image, à quelques dizaines de mètres du Colisée. Et à droite, ben, vous voyez l'image du fameux tunnel souterrain qui reliait le Colisée et l'école des gladiateurs. Parlant des gladiateurs, il y avait plusieurs sortes de gladiateurs. Au bas mot, on pense qu'il y avait 17 catégories de gladiateurs. Je vais vous parler de 5 de ces différentes catégories. Et pour devenir un gladiateur, il y avait, comme pour obtenir un poste politique, une espèce de cursus, donc une carrière, un chemin, des étapes qu'on devait faire. Donc, la première étape, on l'appelait être un provocateur. Et une fois qu'on avait maîtrisé les bases de la gladiature, ben on était dirigé vers une des deux familles. Et les deux familles, c'était simple, tu avais les petits boucliers puis les grands boucliers. Et une fois qu'on avait été provocateur, ben, on pouvait passer au niveau supérieur, qui était celui d'être un Thrace ou un Myrmillon. Ensuite, un Hoplomach et finalement, soit un Rétiaire ou soit un Sécutor. C'est des termes techniques, j'y reviens dans un instant. La hiérarchisation du cursus vient du fait qu'au départ, pour être un provocateur, ben, il faut savoir tenir une épée dans ses mains. Et à mesure où on avance vers les titres de rétiaire et de sécutor, ben, on doit maîtriser beaucoup plus de techniques. C'est pour ça qu'on pense qu'il y avait des étapes et qu'on ne pouvait pas enlever une des étapes, comme dans le cursus honorum. Pour arriver au fameux poste de consul en bout de ligne, ben, on devait avoir fait toutes les autres étapes de questeur, de prêteur et d'édile avant d'atteindre le poste supérieur. Ben, c'est la même chose dans la gladiature. Parlons des types de gladiateurs. Alors, le premier, comme je le disais, c'est le gladiateur de base, version 1.0, qui s'appelle le provocateur. Alors, c'est celui qui commence, c'est celui qui débute.
lutte. Dans un spectacle au Colisée, ben, c'est les premiers combats du début de l'après-midi quand les gens sont pas encore revenus d'aller manger. Bref, c'est des combats qui sont pas vraiment, qui suscitent pas les passions. Surtout que le provocateur va toujours se battre uniquement contre un autre provocateur. C'est la base. Donc, c'est un combat un peu plat. C'est un peu comme une game de hockey à tombe C. Il se passe pas grand-chose. Donc, le bouclier et l'équipement du provocateur est basé sur celui d'un légionnaire romain. Alors, c'est un bouclier quand même assez grand qui s'appelle le scutum. Le provocateur va être muni d'une dague, donc une épée un peu plus courte, et il a la réputation d'être mobile parce qu'il n'y a pas tant d'équipement. C'est un casque lisse avec pas de crête comme d'autres types de gladiatures vont avoir, et il est, comme une fois, très peu protégé. Donc, c'est vraiment la base. Ensuite, on augmente un peu dans l'échelle des gladiateurs avec le gladiateur Thrace. Encore une fois, un gladiateur de la famille des petits boucliers qu'on appelait le parmati. Le mot Thrace vient du peuple des Thraces, celui de Spartacus, justement, des gens qui habitaient tout près de la mer Noire, donc dans ce qui serait au nord de la Grèce aujourd'hui. Donc, le mot Thrace vient d'un peuple vaincu par les Romains et on s'est basé sur la façon dont ces guerriers étaient habillés pour les reproduire en termes de gladiateurs. Donc, son épée, sa dague s'appelle une sika. Alors, c'est une épée qui est généralement courbée. Donc, il y a un casque muni d'une visière. Au départ, il y avait seulement des œilletons, donc des trous pour les yeux. Puis, à un moment donné, ben, c'était pas très pratique pour le champ de vision. Donc, on a rajouté du grillage à la place. Petit bouclier carré et des jambières complètes là, qui montent presque jusqu'au haut des cuisses. Son adversaire généralement fétiche, c'est le myrmillon, dont je vous parle à l'instant. Donc, le myrmillon, l'oplomaque, c'est un gladiateur, encore une fois, de la catégorie des petits boucliers. Dans ce cas-ci, son bouclier est rond. C'est le seul des gladiateurs qui se défend avec une lance, en plus d'avoir un glaive pour les batailles au corps à corps. Donc, au début, il va y aller avec sa lance et par la suite, si sa lance va être cassée ou il va tout simplement la perdre, ben, il va essayer de s'approcher au corps à corps avec sa dague. Il y a à peu près le même casque qu'un Thrace. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi de ceux qui a des jambières pratiquement complètes. Finalement, il a une manica, qui est un mot qui me semble être familier en lien avec votre devoir de la semaine, qui est une épaulette qui protège à la fois le bras et un peu le cou. Je vous parlais ensuite du myrmillon. On l'appelait aussi le Gaulois. Comme vous pouvez voir par sa physionomie, c'est un guerrier plus lourd. Il fait partie de la famille des grands boucliers. L'origine du mot myrmillon vient d'une variété de poissons qui avait une crête sur le dessus de sa tête et c'est le casque qui en aurait été inspiré. Par contre, comme c'était une crête très surélevée, ben, ça facilitait la tâche de son principal adversaire, dont je vous parle dans un instant, qui s'appelle le rétiaire. Donc, avec le temps, on a arrondi la crête sur le dessus du casque du myrmillon et il est devenu, à droite, le sécutor. Même équipement à l'exception du casque. Donc, un glaive protégé par un immense bouclier, le casque, parfois une seule jambière et la manica, encore une fois, l'épaulette. Et c'est le gladiateur qui est le plus lourdement équipé, d'où la raison pour laquelle c'est généralement les gladiateurs plus costauds. Donc là, on arrive dans les classes plus élevées de gladiateurs, ceux qui ont vraiment du métier. Et finalement, le dernier, c'est le rétiaire. Le nom veut dire combattant au filet. Alors, on oppose toujours le rétiaire contre un myrmillon ou un sécutor parce qu'on veut reproduire une scène où on a un humble pêcheur qui tente d'attraper le fameux poisson myrmillon. Donc, tout est symbolique pour les Romains et je vous le démontrerai encore plus tantôt. Donc, c'est pas le gladiateur qui est le plus équipé, comme vous pouvez le voir. Donc, il doit absolument être très agile et très rapide. Donc, il y a une simple épaulette pour protéger son épaule et son cou. Il y a un simple pagne ou une tunique très, très courte. On reconnaît beaucoup plus par ses
ses armes, puisqu'il n'y a pas de casque, puis il n'y a pas de souliers non plus, il combattait pieds nus. Donc, je l'ai mentionné tantôt, l'idée, c'est un pêcheur qui attrape un poisson, donc un filet qui vient du mot rété en latin, réticière avec un filet, et un trident à l'image de Neptune qui mesure à peu près 160 à 170 cm qui va tenir dans la main gauche. Et il va également avoir un poignard comme un bon pêcheur qui lui permet d'avoir deux armes. L'idée, c'est d'emprisonner l'adversaire dans son filet pour ensuite pouvoir l'attaquer. Donc, ça, c'est les classes principales de gladiateurs, mais vous vous demanderez peut-être, est-ce qu'il y avait, monsieur, des gladiatrices? Eh bien, oui, il y avait des femmes gladiateurs. Dans la littérature, c'est sous Auguste, donc au 1er siècle avant Jésus, qu'on voit les premières traces de femmes gladiatrices. Néron adorait, sans grande surprise, les spectacles sanglants impliquant des femmes. Par contre, c'était souvent à la tombée de la nuit qu'on voyait les spectacles de gladiatrices. Mais Néron, lui, souhaitait pas attendre jusqu'au soir. Il faisait jamais rien avec conformité. Alors, il aurait fait peindre des étoiles et la voie lactée sur le volume pour qu'on ait l'impression de l'intérieur du Colisée que c'était le soir. Et il aurait fait remplacer du sable par des pierres semi-précieuses pour donner une espèce d'apparence d'étoiles et de nuit. Bref, encore une fois, un mégalomane de première. L'historien Suétone rapporte que Domitien, en 88 après Jésus, donc 8 ans après l'inauguration du Colisée, va instaurer des combats de gladiatrices à la lueur des torches la nuit et que ça avait un certain degré de popularité. Par contre, la popularité sera de courte durée puisque en l'an 200, on va interdire les combats de femmes et c'est l'empereur qui portait très bien son nom, Septime Sévère, qui a souhaité que ce soit uniquement des hommes qui combattent dans l'arène. Il y a un autre personnage dont on parle rarement dans l'arène, mais qui a un rôle très important et on ne le voit jamais dans les films ou dans les photos de gladiateurs, et c'est l'arbitre. Donc, souvent, il y avait un arbitre ou des fois, il y avait deux arbitres dans un même combat de gladiateurs qu'on appelait des roudis en faisant référence aux bâtons de bois qu'il y avait dans les mains. C'était des hommes libres qui avaient un bon prestige dans la société romaine. C'était des citoyens bien en vue et respectés. Et il y avait une très grande part à jouer dans le combat de la gladiateur. Donc, c'est lui qui en donnait le début et aussi la fin. Donc, avec son bâton, c'est lui qui donnait le signal de départ. Pugnate, c'était le mot pour dire let's go, allez-y, tabassez-vous. C'est lui qui avait un rôle, si jamais les gladiateurs se fatiguaient, de les encourager à offrir le meilleur spectacle aux spectateurs. Il était là aussi pour vérifier qu'il n'y avait pas de coups bas ou que les règles du combat étaient bien respectées, parce que oui, il y avait des règles. Et il pouvait avoir son mot à dire sur la finalité du combat, si on devait mettre un combattant à mort ou pas. Donc, ça, c'est pour les personnages impliqués dans un combat de gladiateurs. Maintenant, parlons de l'événement du combat de gladiateurs. Alors, ça commençait toujours avec de la publicité. Donc, on pouvait faire imprimer, entre guillemets, des tracts qu'on distribuait dans la ville pour annoncer le combat de gladiateurs, ou on pouvait tout simplement faire annoncer par un porte-parole, ou on pouvait faire même des graffitis sur les murs de la ville pour annoncer le lieu, l'heure et qui surtout payait pour les combats de gladiateurs. La veille d'un combat de gladiateurs, on organisait une cena librera, c'est-à-dire un repas, un grand banquet pour honorer la mémoire des combattants qui vont le lendemain combattre. Et c'était une occasion pour la population d'être invitée au banquet et de pouvoir voir en chair et en os les gladiateurs. C'était de véritables vedettes comparables à des vedettes modernes, des athlètes professionnels. Donc souvent, ce qu'on faisait, on faisait monter les gladiateurs sur des tabourets et la population pouvait passer, regarder et même toucher les gladiateurs. Les parieurs aux livres qui allaient dépenser une fortune le lendemain pouvaient voir s'il y en a qui avaient l'air blessés ou pas. Et c'était l'occasion pour des riches patriciennes de se divertir. On exposait les gladiateurs comme des morceaux de viande à la boucherie. Donc, les riches madames pouvaient payer le laniste pour passer un peu de temps avec l'esclave gladiateur la veille d'un combat, en espérant que ça ne le fatigue pas trop. Le lendemain du combat, la journée commençait avec une très grande cérémonie qui s'appelait la Pompa Circensis. Circensis, ça veut dire cirque.
Donc, tous les participants au spectacle étaient enclins à déambuler dans l'amphithéâtre. Il y avait des musiciens, des danseurs qui rythmaient la parade et on faisait défiler en même temps des statues des divinités qu'on souhaitait honorer puisque parfois les jeux étaient faits en l'honneur des divinités. Lorsqu'est venu le temps des combats de gladiateurs, c'est-à-dire vers le milieu de l'après-midi, la première étape quand les gladiateurs entrent dans l'arène, c'est de saluer l'empereur. Évidemment, il y a cette fameuse formule « Ave César, ceux qui vont mourir te saluent », qui n'est rapportée que par un seul historien, mais on peut considérer que les gladiateurs allaient devant l'empereur ou le commanditaire des jeux pour le saluer. Le signal de départ était, oui, donné par l'arbitre, mais également par un signal musical. Les Romains adoraient tout ce qui était le spectacle de musique. Et ensuite que le signal sonore était donné, ben, les combattants pouvaient s'élancer sous l'œil attentif de l'arbitre. On a fait des reproductions quasi exactes de combats de gladiateurs à notre époque et avec l'équipement et pourtant des athlètes ultra entraînés, on a estimé qu'un combat moyen de gladiateurs durait environ entre 4 et 5 minutes avant d'être en état d'asphyxie très avancé. Donc, le casque, la chaleur et l'effort physique, tout ça est très demandant. Donc, on n'estime pas que les combattants se combattaient pendant des heures. Les Romains ont donc trouvé une façon d'allonger les combats et c'était de donner des pauses qui étaient aménagées au cours du combat, un peu comme à la boxe, entre chaque ronde de 3 minutes, il y a 1 minute de pause, pour que les gladiateurs puissent recevoir des soins, se rafraîchir, boire de l'eau et aussi réajuster leur panoplie, c'est-à-dire leur équipement, pour pouvoir combattre par la suite. Donc, le combat va se dérouler jusqu'à ce qu'un des deux adversaires soit plus capable de continuer ou qu'il soit mort ou très, très gravement blessé ou qu'il soit épuisé. Et c'est souvent cette troisième option, celle de l'épuisement physique, qui va être la plus fréquente. Donc, la façon d'abandonner est généralement de lever le doigt pour signaler notre abandon ou de le dire. Et c'est aussi de demander ce qu'on appelait la missio, c'est-à-dire la demande d'être épargné. Dans le film Gladiateur, il y a une fameuse scène où l'empereur, selon les dires de la foule, peut décider de tuer le combattant ou de le voir vivre. Ben, il n'y a aucune trace historique de cette fameuse scène. Oui, la foule avait son mot à dire. Elle pouvait encourager un combattant à mettre un autre à mort ou à le laisser vivre, mais en aucun cas, on estime que l'empereur décidait de la vie ou de la mort des personnes. C'était les gladiateurs qui avaient le droit de le faire eux-mêmes. Et je vous rappelle que c'était pas coutume de tuer des gladiateurs puisqu'il y avait une confrérie de gladiateurs. Ils s'entraînaient ensemble, à la limite chorégraphiaient leur combat ensemble. Donc, l'idée de tuer un compatriote était peut-être pas la plus alléchante et c'est aussi un investissement monétaire très important. Surtout que Rome a elle-même son programme de gladiateurs. Elle paye pour développer des gladiateurs. Ce serait un peu stupide que l'empereur décide de tuer son propre investissement financier. Parlant de ce sympathique Commode de l'empereur, oui, il est vrai que l'empereur Commode a combattu lui-même comme gladiateur dans les années 180 après Jésus. Alors, ce prétendant de la lignée d'Hercule, l'empereur Commode aimait bien s'entraîner et surtout descendre dans l'arène. Il l'a fait très souvent en l'an 192 après Jésus lors des fêtes des Saturnales au mois de décembre. Les gladiateurs qui se voyaient opposés à l'empereur se laissaient battre, évidemment, et même parfois tuer. Commode avait de problèmes à faire la distinction entre la fiction et la réalité dans sa tête et il a annoncé à ses proches conseillers qu'il souhaitait inaugurer la nouvelle année, non pas dans sa belle toge pourpre et son palais comme c'était le cas de tous les empereurs romains avant lui, mais plutôt vêtu en gladiateur à l'intérieur de la caserne du Ludus Magnus juste à côté. Évidemment, c'était un affront puisque les Romains sont un peuple de grande tradition. Alors, c'est la goutte qui a fait déborder le vase et Commode a été assassiné par son serviteur qui s'appelait Narcisse durant les fêtes du Saturnal de 192 parce qu'il aurait voulu
honorer les gladiateurs plutôt que la tradition des Romains. Un personnage à la hauteur de Néron. On ne pourrait pas imaginer en 2020 nos leaders politiques descendre dans l'arène et se battre pour le plaisir de la foule. Vous connaissez mal le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui est jamais à l'abri d'un manque de jugement. Hashtag Blackface. Je vous ramène, il n'y a pas si longtemps, le 31 mars 2012, Justin Trudeau a affronté le sénateur Patrick Brazeau dans un combat de boxe, non pas uniquement pour prouver sa supériorité physique, mais plutôt pour ramasser des fonds pour la lutte contre le cancer. Le tout frêle Juju, député du Parti libéral, a eu beaucoup de difficultés au départ à contrer les impacts puissants d'un sénateur Brazeau beaucoup plus pesant que lui. Mais au final, Justin Trudeau l'a emporté. On a ramassé la somme de 230 000 $ pour remettre à la cause de la lutte contre le cancer. Et Justin Trudeau a vu sa popularité monter en flèche. Trudeau n'est pas le seul politicien à avoir déjà donné dans le spectacle au corps à corps, puisque Abraham Lincoln, un fameux président des États-Unis, aurait lui-même été champion de la NCAA, de lutte gréco-romaine dans les années 1800. Donc, on peut concevoir que pouvoir politique et corps à corps physique, gladiature, pouvaient se mélanger. Les combats de gladiateurs ont eu lieu jusqu'au 4e siècle après Jésus, où l'empereur Constantin, qui donnait plutôt dans la chrétienté et la spiritualité, a décidé de les arrêter. On a commencé aussi à trouver que ça coûtait très cher d'organiser ces fameux combats de gladiateurs et l'Empire romain étant sur son déclin, les combats de gladiateurs sont disparus, mais est-ce qu'il existe quelque chose de comparable aux combats de gladiateurs de nos jours? Eh bien, Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. On peut comparer les combats de gladiateurs à tout l'univers de la lutte professionnelle WWE, des athlètes ultra entraînés qui entrent dans une parade sous une musique, qui combattent dans des amphithéâtres à l'intérieur d'une arène, un cirque qui se promène de ville en ville, de l'entraînement, de la chorégraphie, de la violence, un arbitre, des abandons, une foule en délire. Bref, il y a des liens à faire. Et il y a actuellement 2 Québécois, 2 gladiateurs de chez nous qui font leur marque sur la scène internationale. Et j'ai nommé Kevin Owen sur la gauche et Sami Zayn sur la droite, qui se promènent de ville en ville pour divertir les foules en combattant. Bref, 2 exemples pour la jeunesse. Terminons le sujet de la gladiature avec les petites questions sur les amphithéâtres et les gladiateurs. Donc, quel divertissement était présenté dans les amphithéâtres? Donc, les combats de gladiateurs, les exécutions publiques et les spectacles d'animaux sauvages. Quel empereur a lui-même combattu ces commodes? Vous avez les caractéristiques des gladiateurs, Rétiaire, Sécutor et Thrace. Et finalement, l'architecture du Colisée, les 3 arcs qui représentent les 3 styles d'architecture grecque. Voilà pour le spectacle de gladiateurs. Passons maintenant à l'événement principal, c'est-à-dire les courses de chars. Bien que les gladiateurs étaient très appréciés dans l'Empire, rien ne les comparait aux fameuses courses de chars qui étaient organisées. Revenons encore une fois à l'origine. Donc, les premières traces de courses de chars nous proviennent de la civilisation mycénienne, vers entre moins 1000 et moins 1500.
La première référence littéraire, encore une fois, c'est Homère dans l'Iliade et c'est encore une fois à l'occasion des Jeux funéraires de Patrocle. On avait organisé une course de chars et on devait seulement faire un tour de piste autour d'une souche d'arbres et c'est Diomède qui aurait gagné cette course et qui aurait remporté un prix fort intéressant, un chaudron et un esclave. La mythologie grecque nous relate également une fameuse course de chars comme l'élément principal de la création des Jeux olympiques. Donc, dans le mythe, le roi Eunomaos promet la main de sa fille à quiconque pourrait le battre dans une course de chars. Et Pélops, le fils de Tantale, celui qu'on avait tenté de servir justement aux dieux en ragoût, a survécu, a challengé le roi, a remporté la course et la main de sa fille. Cette fameuse scène est l'origine du sculpteur Phidias, l'inspiration, excusez-moi, de Phidias pour son fameux temple de Zeus à Olympe. Les Grecs ont également légué à l'humanité une formidable statue qui s'appelle l'Orige de Delphes. C'est une des seules 5 statues de bronze de l'époque classique à être arrivée jusqu'à nos jours. On sait que c'est un orige puisqu'il a entre les mains les rênes d'un char. Peut-être ça faisait partie d'une grande statue avec le char et les chevaux. Et ça nous permet d'en connaître un peu sur les origes, qui sont les conducteurs de chars. Généralement, vont conduire un char qui s'appelle un quadrige, c'est-à-dire un char tiré par 4 chevaux. Donc, les Romains ont probablement emprunté les courses de chars aux Étrusques, les Étrusques qui étaient un peuple des descendants des Grecs eux aussi. Par contre, les Romains ont beaucoup pris du rituel des Grecs et s'en sont inspirés pour développer leur façon de faire les courses de chars. Les courses de chars, ça ne date pas d'hier à Rome. Donc, déjà à la fondation de Rome en 753 avant Jésus, les jumeaux Romulus et Rémus avaient organisé une course de chars pour une occasion bien spéciale. Alors, il faut comprendre que quand Rome a été fondée, c'était sur un marécage puant et la seule population de Rome qu'elle pouvait compter, c'était des esclaves en fuite et des criminels. Il n'y avait aucune femme digne de ce nom qui souhaitait aller habiter à Rome. Alors, on n'avait pas la technique des filles du roi comme Jean Talon à une autre époque. Donc, Romulus a utilisé son degré de subtilité et a choisi d'organiser une magnifique course de chars pour honorer une fête religieuse qui s'appelait la fête des Consualia. Et il a invité tous les peuples voisins de Rome à assister à la course. Et pendant que les peuples voisins, qu'on appelait les Sabins, ont regardé la course, ben Romulus et ses hommes en ont profité pour enlever les femmes et les amener dans leur ville pour en faire leurs épouses. Donc, cette fameuse scène de l'enlèvement des Sabines, ultimement, ça s'est réglé alors que les femmes, la voix de la raison, ont accepté de vivre avec les Romains pour sauver l'honneur de leur peuple. Cette toile de Jacques-Louis David est fort célèbre et si vous avez le sens de l'observation, vous remarquerez un édifice dans le coin supérieur gauche qui vous est peut-être connu. Jacques-Louis David a peint cette toile à la fin du 18e siècle, quelques années après la Révolution française. Et si vous avez bonne mémoire, cette révolution débute dans un endroit qui s'appelle la Bastille. Cette Bastille qui était une prison d'État qui a été attaquée par le peuple comme symbole de sa lutte contre la monarchie, a inspiré de nombreux peintres à travers le temps. Et c'est le cas de Jacques-Louis David qui a choisi d'amener la Bastille à Rome. Mais bon. Si je regarde aussi le personnage en bas à gauche sur la toile de gauche de Jacques-Louis David, il me semble familier, probablement parce que je l'ai déjà vu, mais dans un autre contexte. Vous savez, l'inspiration chez les artistes fait de drôles de choses. Voici à gauche la fameuse toile Léonidas aux Thermopyles et je vois des ressemblances physiques importantes avec probablement Romulus sur la toile de droite. Comme quoi, on peut toujours réutiliser des fois des détails dans des peintures. Quand on connaît un peu l'art, on peut s'amuser des fois à comparer les différentes toiles. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, les courses de chars étaient l'activité la plus populaire à Rome et contrairement au combat de gladiateurs qui a duré quelques centaines d'années, ben dans ce cas-ci, il a duré plus d'un millénaire. Ces fameuses courses avec un attelage se pratiquaient dans des édifices qu'on appelait des cirques.
Donc, voici à quoi ressemble un cirque. C'est un édifice public où étaient organisées des courses de chars, soit des courses de chevaux. Ça pouvait aussi être des courses à pied, mais c'était plus rare. Et on pouvait aussi organiser des fois des combats de lutte ou de pugilat ou des combats de gladiateurs. Juste pour vous donner une idée, il y avait 64 jours dans le calendrier romain dans une année où on faisait des courses et il y avait 24 épreuves de course dans chacune de ces journées. Ça nous donne une idée à quel point ça pouvait être populaire. Donc, le cirque, c'est une piste allongée de sable avec un mur central qui s'appelle la spina. On avait encore une fois des cavea, des gradins pour permettre aux spectateurs de s'asseoir. Vous avez un plan du Circus Maximus devant vous qui contenait, selon les estimations, 250 000 spectateurs. Il y avait des gradins en bois, il y avait certaines places qui étaient en marbre, évidemment, pour les notoires. On pouvait décorer la spina au centre avec des statues, des obélisques et même des fontaines. On avait au bout de la spina des bornes qu'on appelait des matéas. C'était autour des bornes que les équipages devaient circuler pour faire des tours. Une des extrémités était en demi-cercle pour accueillir des gradins et dans l'autre partie, celle sur la gauche, c'était l'oppidum, c'est-à-dire les stalles de départ. C'est là où la course commençait. Il y avait une loge monumentale qui était installée pour accueillir l'empereur et c'était celle qui accordait la meilleure vue sur la piste. Je vous montre des images reconstituées de ce à quoi ça ressemblait. Donc, vous avez ici, dans toute sa splendeur, le fameux Circus Maximus et on voit au centre la spina magnifiquement bien décorée. Quand je vous parlais d'obélisques et de statues, vous savez, les Romains ne donnent jamais dans le dénudé et ils vont toujours avec le maximum de choses qu'on peut placer dans un même espace. Vous avez ici à gauche les matéas, c'est-à-dire les bornes autour desquelles on devait faire des tours. Ensuite, vous avez ici l'oppidum, c'est-à-dire les stalles de départ au-dessus duquel on avait une loge. On pense que c'était probablement la loge de l'empereur. La fameuse tribune où on s'installait si on était riche et puissant, on pense qu'il y avait au sommet un temple dédié au dieu du soleil, mais on n'en est pas certain. Il faut tout de suite que je vous fasse un petit exercice de vocabulaire. Donc, il ne faut pas confondre les cirques qui étaient destinés aux courses de chevaux au stade, comme on peut voir juste devant vous, qui était le stade de Domitien. À première vue, ça peut sembler pareil au niveau de la forme, mais un stade, c'est pour des exercices et c'est une piste d'athlétisme. Donc, ça va être beaucoup plus petit et il n'y aura pas de mur central autour duquel on fait des tours parce que ce n'est pas à ça que ça sert. Mais il faut aussi ne pas confondre deux autres termes et ces termes sont cirque et amphithéâtre. Le cirque, on le répète, c'est pour des courses de chevaux, alors que l'amphithéâtre, qui est plutôt de forme elliptique, circulaire, servait au combat de gladiateurs. Comme vous pouvez voir ici dans la maquette, il y avait certaines villes comme la ville de Trèves en Germanie, donc en Allemagne moderne, qui étaient dotées de 2 installations, à quel point les jeux étaient importants pour ceux-ci. Je reviens ici. Le plus grand cirque à Rome s'appelait le Cirque Maxime, Circus Maximus, qui voulait dire le cirque, le très grand cirque ou le plus grand cirque. C'était le plus vaste hippodrome de Rome. Son origine est évidemment très lointaine. Donc, on raconte que c'est le 5e roi de Rome, Tarquin l'Ancien, qui l'aurait fait construire en 599 avant Jésus. À l'endroit où Romulus aurait fait cette première course dont je vous parlais tantôt pour attirer les peuples voisins à l'occasion des fêtes religieuses. On avait une belle vallée longue de 600 mètres et étroite de 150 mètres qui correspondait pratiquement exactement aux dimensions de la piste. Alors, c'était parfait et on avait déjà des collines pour installer des gradins. C'est le dernier roi de Rome, le 7e Tarquin le Superbe, qui lui a été roi de 535 à 509 avant Jésus, qui a ajouté les premiers gradins en bois. C'est seulement à la fin du 4e siècle qu'on va installer les premières bases permanentes et au 1er siècle avant Jésus, César et Auguste ont souhaité rendre l'édifice encore plus grand et plus magique, donc on avait investi beaucoup d'argent là-dessus.
Je vous l'ai dit à l'origine, ça ne servait pas que pour les courses hippiques. Donc, il y avait des grandes fêtes religieuses où il y avait des événements qui se passaient du 4 au 19 septembre. Au départ, il y avait des spectacles de voltige, des danses, des courses équestres, des courses de chars, il y avait des combats athlétiques, il y avait des combats de gladiateurs et il y avait des combats d'animaux. Et le Cirque Maxime était un des seuls où on avait creusé un fossé entre l'arène et les gradins pour éviter que les bêtes sauvages attaquent les spectateurs. Évidemment, c'était pas un endroit qui était fait pour ça, parce que ça avait été à l'origine construit pour les courses de chevaux. Donc, on a tenu des combats de gladiateurs et des exécutions publiques. Par contre, dès la construction de l'amphithéâtre Flavien au 1er siècle après Jésus, ben, ces spectacles-là sont déménagés là-bas et le cirque est devenu exclusivement pour les courses de chars. Une bonne journée de course de chars, ça débutait, comme je vous l'ai dit tantôt, avec la Pompa. La Pompa, c'est la grande parade qui se déroulait du Forum romain jusqu'au Circus Maximus. Il y avait tous les participants au spectacle, il y avait les bêtes, les chevaux, on faisait défiler les gladiateurs, les origes, il y avait des danseurs, des musiciens et il y avait même des prêtres qui participaient au défilé puisqu'on trimballait des statues représentant les divinités et on installait même les statues dans le public, dans la section à part, la pulvinare, qui voulait dire en latin coussin, donc une place très confortable et on installait les statues pour que les statues puissent observer la course. Vous avez ici un plan du Circus Maximus. Il y a des points d'interrogation. On ne sait pas vraiment où était la ligne d'arrivée. On ne sait pas vraiment où s'installait l'empereur. Par contre, on sait qu'ils pénétraient tous par la Porta Triumphalis et il y avait sur la gauche les carceres, pardon, c'était les stalles de départ. Donc, on peut tous imaginer l'empereur qui était dans sa fameuse tribune de marbre en compagnie des statues et des sénateurs, penser que ce serait lui qui donnerait le signal, mais ce n'est pas le signal de départ, mais ce n'est pas le cas. Le signal de départ était donné de la loge qui se trouvait juste en haut des stalles de départ et c'est par le lancer d'un mouchoir qui s'appelait la mappa, petite pièce de tissu qu'on laissait tomber sur le sol, qui était le point de départ de la course. Chez les Romains, on ne laisse absolument rien à l'interprétation, donc la course avait pour but de représenter la course du soleil dans le ciel, puisque nous, on imagine que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, le cirque était construit de la même façon. On avait 12 stalles de départ pour représenter les 12 mois de l'année et les 12 constellations du zodiaque. On faisait 7 tours de piste pour représenter les 7 jours de la semaine et les 7 planètes du système de Ptolémée, qui était l'astronome par excellence à cette époque-là. Pour compter les tours, on utilisait des dauphins pour faire honneur à Apollon. Dans la mythologie, la vie d'Apollon a été menacée un jour puisqu'il était tombé dans l'eau et c'est un dauphin qui l'aurait ramené jusqu'à Delphes, donc en l'honneur d'Apollon, on voudrait, qui est aussi le dieu du soleil, on s'en rappelle, et c'est le même dieu chez les Grecs et chez les Romains. Ou dans certains cirques, on comptait les tours avec des omphales, comme vous le voyez sur la droite. C'est des structures en forme d'œuf qui étaient généralement en bronze. Le mot omphale veut dire nombril, centre en grec ancien. Et encore une fois, explication mythologique, Rhea aurait donné un omphale à son mari Cronos en lieu et place de Zeus, qu'elle ne voulait, parce qu'on se rappelle que Cronos avait tendance à vouloir manger ses enfants. Alors, plus tard, Zeus aurait récupéré cette pierre en forme d'œuf et aurait demandé à son messager, l'aigle, qui est l'animal représentatif de Zeus, de voler dans le ciel et de laisser tomber l'omphale à l'endroit qu'il considérait être le centre de l'univers. Et comme par magie, l'omphale serait tombé directement à Delphes dans le sanctuaire d'Apollon. Alors, vous voyez qu'il y a une thématique importante en lien avec Apollon et la course de chars. Les origes faisaient partie de factions. Donc, il y avait des équipes de course qui portaient des couleurs. Il y avait les blancs, les verts, les rouges et les bleus. Et chacune des couleurs représentait quelque chose. Le blanc, c'était la couleur qui représentait le peuple.
l'air, l'hiver et le dieu Jupiter. Le vert, c'était l'empereur, la terre, le printemps et Vénus. Le rouge, c'était l'opposition, c'est-à-dire le feu, l'été, Mars. Et finalement, le bleu, ça représentait l'aristocratie, c'est-à-dire l'eau, l'automne et le dieu Neptune. On adoptait la couleur de son équipe préférée, comme on le voit sur la droite. On pouvait supporter à l'aide de fanions. On n'avait pas des chandails comme on l'aurait fait dans les équipes sportives aujourd'hui. Et certains hommes qui étaient des vrais partisans portaient les mêmes coupes de cheveux et les mêmes vêtements que les origes, question de les supporter. Il y avait une question de classe sociale là-dedans, l'aristocratie contre le peuple et ainsi de suite. Et ça a souvent dégénéré en actes de violence puisque des équipes, des supporters de certaines équipes, déçus d'avoir perdu, ont battu physiquement d'autres personnes. Ça a fini des fois dans des bains de sang, à la même façon que les fameux hooligans au soccer moderne. Donc, c'est un phénomène qui est originaire de l'Angleterre. C'est des partisans d'une équipe qui sont à ce point ultra partisans qu'ils profitent de tous les événements pour transformer ça en acte de violence. Donc, on supportait la couleur de son équipe. Parlons maintenant de la tenue des conducteurs, des origes. Donc, c'était des sportifs donc qui n'étaient pas vêtus de façon très faste pour cause de course. Donc, sur la gauche, on voit généralement une tunique courte, pouvait parfois avoir un casque en cuir, mais pas toujours. Parfois un fouet ou non à la main. Généralement avait un couteau. Question de pouvoir se libérer des rênes, puisque pour bien diriger le char, et ça c'est une technique que les Étrusques avaient développée, on enroulait les rênes autour du conducteur, comme ça celui-ci pouvait mieux conduire le char. On avait un corset, généralement en cuir, pour protéger le thorax du conducteur. On avait des vitesses qui pouvaient atteindre parfois en ligne droite 70 km/h. Donc, lorsqu'il y avait accident, ça avait souvent des blessures. Et l'orige de Delphes à droite nous a appris qu'on avait des courroies de cuir parfois pour tenir les vêtements, question d'éviter qu'à pleine vitesse, nos vêtements prennent dans le vent et ça nous ralentisse ou ça devienne un obstacle à la course. Donc, les chars, eux, c'est des chars en bois qui ont été inspirés de chars de guerre. On utilisait ce genre de chars lorsqu'on combattait en Grèce et à Rome. Par contre, c'était pas très confortable comme nos voitures modernes. L'axe des roues était directement situé en dessous du panier dans lequel se trouvait l'orige. Donc, aussitôt qu'il y avait une bosse, on le ressentait. Il n'y avait pas de choc, d'amortisseur, pardon. Et les chevaux, eux, étaient équipés de bannières de la couleur de leur équipe et on leur mettait souvent un plumet sur la tête pour faire beau lors de la parade, mais généralement, lors de la course, on enlevait toute forme de distraction pour éviter les accidents. Comme je le mentionnais, c'était une activité qui était très dangereuse. C'est pour cette raison-là que la population romaine appréciait et il était très fréquent qu'il y ait des accidents. D'ailleurs, un accident lors d'une course de char, on appelle ça un naufragium. Vous en avez un exemple ici. Et il y a plusieurs autres exemples dans la séquence de Ben Hur que je vous ai proposé. Il y a des origes fort célèbres qui ont traversé le test du temps et laissez-moi vous parler de Dioclès. Dioclès a vécu une vie très courte au 2e siècle après Jésus. Il n'a vécu qu'une quarantaine d'années et c'est le sportif le plus célèbre de l'Antiquité. Il a couru pendant 24 ans. Il a participé à 4257 courses pour 1462 victoires. Et juste pour vous mentionner à quel point les Romains appréciaient les origes, il est le Romain qui était à son époque le plus riche au niveau monétaire, qui était même plus riche que l'empereur, et on le considère comme étant le sportif le plus riche de toute l'histoire. On raconte même que quand l'Empire romain avait besoin d'argent, c'est à Dioclès lui-même qu'on allait demander. C'est un ancien esclave qui habitait en Lusitanie, c'est-à-dire le Portugal actuel, et il aurait gagné au bas mot au cours de sa carrière d'orige 35 millions de sesterces, ce qui est l'équivalent avec le taux de change de 10,7 milliards d'euros. Et sur un total de 24 ans de carrière, ça fait 456 millions d'euros par année, ce qui est à peu près 6 fois plus que le sportif le mieux payé sur la planète, et j'ai nommé Cristiano Ronaldo.
Donc, on comprend qu'avec sa fortune accumulée, ben, il aurait pu fournir toute la population romaine en blé pendant 1 an ou financer toutes les dépenses de l'armée impériale pendant 2 mois. Donc, on peut comprendre qu'à juste titre, il était le sportif le mieux payé de l'histoire. Les courses de chars ont été très, très populaires dans l'Empire romain et il y a eu des courses de chars pendant plus d'un millénaire jusqu'au 13e siècle après Jésus, où il y avait encore des courses dans la partie orientale, donc à l'est de l'Empire romain. Et le dernier hippodrome antique qui a été encore en activité était celui de Byzance, Constantinople, et il a malheureusement été détruit dans les années 1200 lors de la 4e croisade. C'est ce qui est venu mettre fin à la grande époque des courses de quadrige. Il faut aussi savoir que les courses de chevaux et les courses en général passionnent encore la population de nos jours. Généralement, au mois de mai, donc genre cette semaine, se tient à Louisville, au Kentucky, le fameux Derby du Kentucky. C'est la course la plus célèbre équestre au monde. Il y a 160 000 à 180 000 spectateurs qui s'entassent sur la piste de course. Il y a des codes d'écoute de millions, dizaines de millions de personnes. C'est une course qui fascine encore les gens pour la vitesse et aussi pour les paris qui s'y tiennent. Le jockey gagnant remporte la modique somme de 2 millions de dollars et les parieurs, eux, peuvent gagner autant ou perdre tout autant à miser là-dessus. Mais ça, c'est aux États-Unis. Dans une perspective plus locale, voici le Ludoplex de Trois-Rivières, un hippodrome qui a été construit il y a à peine une dizaine d'années, financé par l'Auto-Québec. Tiens donc, un programme étatique. Chaque été, il y a des programmes de courses qui se tiennent environ une fois par semaine et il y a des milliers de personnes qui assistent à ces courses. Par contre, ce ne sont pas des courses de quadrige comme c'était le cas dans l'Antiquité romaine. C'est seulement un cheval et un jockey. Et par contre, c'est encore une fois immensément populaire et ces courses sont retransmises à travers les différents salons de Paris. Et on peut miser, peu importe si on est sur place ou si on est à l'extérieur. Mais ça, c'est pour les courses de chevaux. Les courses de chevaux se sont matérialisées et les véritables bêtes ont fait place plutôt aux chevaux vapeur. Et les origes, maintenant, se trimballent dans une combinaison avec un casque sur les circuits de courses comme celui de Formule 1 de Montréal. Ironiquement, ça aurait été le Grand Prix de Montréal cette semaine. Donc, des centaines de milliers de personnes qui se déplacent chaque fin de semaine pour voir des Ferrari, le champion, l'orige en chef, Lewis Hamilton, qui gagne quand même pas mal d'argent, mais c'est rien en comparé de Dioclès. Le cheval, c'est le logo emblématique de Ferrari, on s'en rappelle. Et on a eu 3 origes qui ont participé à ce fameux cirque de la Formule 1 à travers les années. De gauche à droite, vous avez Gilles Villeneuve, probablement le plus célèbre, qui a couru pour Ferrari dans les années 70 et qui est malheureusement mort en Belgique dans un accident en 1982. Sur le centre, son fils, Jacques Villeneuve, qui a réussi là où son père avait échoué, c'est-à-dire devenir champion du monde de Formule 1 en 1997. Et sur la droite, Lance Stroll, à peine 20 ans, un Québécois qui a déjà 2 saisons en Formule 1 derrière lui. Son papa a récemment acheté une écurie de Formule 1 et on peut peut-être présumer que dans les prochaines années, il va lui aussi devenir champion du monde. Donc, tout aussi dangereux des vitesses de pointe de 330 km/h et encore le même intérêt de la population pour ces courses de chars. Est-ce que cet intérêt pour les courses va se perpétuer à long terme? Ben, peut-être qu'un jour, dans une autre galaxie, on pourra encore voir des circus, on pourra encore voir de jeunes origes à la terre, de quadriges ou de vaisseaux se concourir les uns avec les autres. Mais ça, c'est de la science-fiction. Restons dans l'histoire. Donc, les cirques romains étaient d'immenses hippodromes, donc des pistes de course. Le Circus Maximus, 600 mètres de long, 250 000 spectateurs. La Spina de 344 mètres au centre, bien décorée.
Un orige, c'est un conducteur de char dans la Rome antique. Comment les conducteurs de char maniaient-ils les chevaux? Ben, en entourant les courroies, les rênes autour de leur corps. Et comme on appelait un accident, on appelait ça le naufragium. Ensuite, le schéma d'un cirque. Donc, la spina, je l'ai mis en jaune, c'est le mur qui est au centre. Les matés, c'est les bornes qui se trouvent à chaque bout de la spina. L'obélisque au centre pour décorer. Généralement, on ramenait de magnifiques obélisques de l'Égypte pour les installer là. Et finalement, les stalles de départ sont sur la gauche. Je conclurai en revenant au départ. Le fameux dicton « Panem et Circenses, donnez-leur du pain et des jeux, et jamais ils ne se révolteront ». Ben, ça a été l'inspiration d'une saga, vous l'aurez deviné, celle d'Hunger Games, que j'ai récemment revisité à la télévision, merci TVA. Le même univers Panem et Circenses du pain et des cirques a été mis en place par l'auteur Susan Collins, un organisme Panem qui contrôle les différentes ressources alimentaires divisées en districts où chacun est responsable du bois, du charbon, des moyens de production, tous contrôlés par le Capitole. Et pour s'assurer de la fidélité du peuple, va organiser des Hunger Games, des jeux de la faim, tiens donc du pain. Diffusé bien évidemment à la télévision pour le divertissement de tous. Panem et Circenses. Tiens donc, on prend des gens, des jeunes, on les amène dans une caserne, on les entraîne au combat un contre l'autre, le maniement des armes. On les fait ensuite défiler dans une espèce de reproduction du circus, dans des chars déguisés en combattants. On les amène dans une arène avec comme objectif ultime de se battre jusqu'à la mort et on leur donne accès à des armes, dont des épées et des tridents. Tiens donc, un univers parallèle qui semble tout droit tiré de l'Antiquité romaine. Plus ça change, plus c'est la même chose. Je vous ai parlé de la Rome antique, je vous ai parlé de la science-fiction, mais est-ce qu'un programme étatique, Panem et Circenses, du pain et des jeux pour le peuple, ça existe encore en 2020? Ben, je pense que oui, et on en a eu la démonstration dans les dernières semaines. Cette fameuse prestation canadienne d'urgence créée à la hâte à cause de la COVID-19 par le fédéral offre un montant de 2 000 $ à une personne qui ne peut présentement occuper son emploi. 2 000 $, c'est une bonne source financière pour acheter du pain. Évidemment, on est en cas de crise. C'est un peu le rôle de l'État que de nourrir le peuple. Ça va. Circenses, le divertissement. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement de s'occuper de divertir le peuple? Quand je lis dans les journaux, dans la même semaine que le gouvernement québécois décide d'accorder un prêt de 200 millions aux Circenses du Soleil, question de les sauver, alors que le propriétaire Guy Laliberté, multimilliardaire, a déclaré son intérêt à vouloir racheter l'entreprise. N'est-ce pas là un programme étatique de divertissement? Sur la droite, le Canadien de Montréal, le pauvre Canadien de Montréal qui demande l'appui du gouvernement financier pour traverser la crise de la COVID. Le Canadien de Montréal, une entreprise qui vaut au bas mot 1,3 milliard de dollars, qui engrange les dizaines de millions de profits année après année, qui demande de l'argent au gouvernement pour payer Carey Price. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement que d'offrir un divertissement, dans ce cas-ci, de piètre qualité? Mais ça, c'est de l'actualité. Est-ce que le gouvernement a déjà participé à des programmes d'infrastructures sportives? Bien évidemment que oui. Il y a quelques années, le Parti conservateur cherchait à stabiliser son électorat dans la ville de Québec et ce ne fut pas un hasard s'ils ont décidé de financer la construction de l'amphithéâtre Vidéotron, une magnifique aréna à la fine pointe de la technologie, malheureusement occupée par aucune équipe présentement, commanditée par
Pierre-Carl Pellado, propriétaire de Vidéotron, l'amphithéâtre a été construit un tiers du budget par la Ville de Québec, un tiers du budget par le gouvernement du Québec et un tiers du budget par le gouvernement fédéral. Pierre-Carl Pellado n'a pas dépensé un sou pour la construction d'un amphithéâtre. Qui a payé? Les gouvernements. Circenses. Et je vous parie que si un jour le projet fameux de rétablir un stade de baseball au centre-ville de Montréal réapparaît, ben les multimilliardaires Bronfman et Fortier vont demander l'appui des gouvernements puisqu'ils considèrent que c'est le rôle de l'État, comme dans l'Empire romain, de financer le divertissement du peuple. Probablement pas pour qu'ils ne se révoltent pas, mais plutôt pour développer l'économie et le tourisme. C'est sur cette grande réflexion philosophique que se conclut cette classe virtuelle sur le divertissement en espérant que vous l'aurez été tout autant que moi. Gladiateur, je vous salue. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this?